early in the morning. A long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left to be. Il est 6h30, mesdames, messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à nos programmes. Je suis très heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour le premier numéro de votre matinale Quinquiliba de cette semaine. En plateau, vous retrouverez vos chroniqueurs habituels du lundi, Abdulaziz Ban, avec qui nous faisons le résumé du week-end sportif, Toumane pour nous parler des tendances du moment, et vous aurez notre invité en plateau avec bien sûr Alioune Badara Kane qui l'interrogera pour vous. Je vous rappelle que nous sommes en direct et que vous avez donc la possibilité de réagir sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1. Ce matin, je voudrais vous inviter encore une fois à contribuer au débat qui reviendra évidemment sur de nombreux sujets d'actualité en ce moment. Ce magazine, c'est aussi des capsules habituelles, la gym, les lundis avec le coach Tandara bien évidemment. Et puis après 7h30, je vous inviterai à regarder le bulletin d'info de votre matinale Quinquiliba, le tout en images. Le sommaire est complet. L'équipe me rejoint en plateau maintenant. Alioune Badara Kane, Abdulaziz Ban, Toumane est notre invité. Venez, je vous attends maintenant. On s'installe pour accompagner nos téléspectateurs jusqu'à 8h. Bonjour mon cher Ban. Bonjour. Tu n'as pas sorti la cravate ce lundi matin? Non, aujourd'hui j'ai changé de look. Pourquoi? Parce que je voudrais déjà rendre hommage à cette dame-là qui m'a offert cette... Mais c'est très beau. Ceci-là. Oui. Fatoumata Savané. Ah oui, d'accord. Très bien. En revenant de la Cannes, elle m'a offert ce joli ça, c'est une tenue made in Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, voilà. Très bien. Fait au Sénégal par un de mes tailleurs. Oui. Vraiment, c'est très joli et je voudrais la remercier pour ça. Ah, Fatoumata Savané, merci. C'est toute l'équipe qui te remercie finalement. Tu as bien fait, mon cher Ban. La reconnaissance, c'est aussi un signe de grandeur, Tout bien à fait, évidemment. tout à fait. Bonjour, Alioune. Mais bonjour, justement, j'allais lui servir une demande d'explication, mais quand il m'a expliqué les raisons pour lesquelles il a mis ce boubou, Ce lundi matin. je me suis dit, là, on peut enfreindre les règles, hein, pour une fois. Hein, Tout à fait. pour une fois. Comment vas-tu, ma chère Toumane? Ton week-end, ça s'est bien passé aussi? Parfait. Très heureuse de te retrouver en plateau et de retrouver également notre invité que je laisserai le soin à Alioune Badara Kane de présenter à nos téléspectateurs, bien sûr. Un grand plaisir pour nous et puis je dirais même un grand honneur de recevoir ce grand homme, hein, ce monsieur qui s'est dévoué à la lutte contre le racisme à travers le monde, surtout en France, hein, où il était donc le président de SOS Racisme qui a porté véritablement le combat pour une meilleure égalité des chances dans la société française et même au-delà à travers le monde. Fodé Sila qui est là au Sénégal hein, pour servir aussi. N'oublie pas son pays natal, le pays de ses ancêtres, le Sénégal. Hein. Et il est là donc en sa qualité, bien sûr, d'ancien président de SOS Racisme, surtout pour décrypter avec nous l'actualité française, hein, marquée par cette montée en puissance, cette montée vertigineuse de l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir. Hein. Ce n'est plus quelque chose qui semble irréel, c'est maintenant dans l'ordre du possible. Hein, c'est une possibilité. Et donc, dans une semaine, si rien n'est fait, s'il n'y a pas une digue anti-extrême droite, l'extrême droite donc prendra le pouvoir en France. Et quelles seraient donc les conséquences de cela dans les relations entre la France, le monde et surtout l'Afrique? Hein. On sait qu'il y a quand même un désamour qui s'installe de plus en plus. Est-ce que cela ne va pas accentuer la chose, hein, cette prise du pouvoir par l'extrême droite? Alors, quelle serait la perception que les Africains auront aujourd'hui donc de cette élite française? Voilà, quelle solution allez-vous préconiser peut-être à vos amis de gauche, hein, la gauche quand même qui a fait une formidable percée, hein, parce qu'on ne l'attendait pas quand même à ce niveau. Elle est aujourd'hui la seule force capable de barrer la route à l'extrême droite. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec M. Fodé Sila. Alors je m'en vais le présenter encore, ancien président de SOS Racisme, membre du Conseil économique, social et environnemental français. Alors, ancien ambassadeur itinérant aussi du Sénégal. Et aujourd'hui, au Sénégal, il sert notre pays en tant que membre du Conseil économique, social et environnemental, dont il est d'ailleurs le président de la commission énergie, industrie et technologie. En tout cas, un homme dont la parole fait foi et qui va véritablement nous éclairer donc, sur ce qui se passe actuellement en France. Chaque fois que vous venez nous voir, on vous appelle Excellence, parce qu'évidemment, on ne peut pas vous enlever ce titre non plus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà. On a des amis comme ça qu'on aime beaucoup inviter sur le plateau de la matinale. Des quinquélibiens, finalement. Comment allez-vous? Je vais bien. Écoutez, d'abord, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à vous tous. C'est beaucoup qui vous remercie pour ça. Salut. C'est le Sénégal du matin, le Sénégal qui se réveille. Et surtout
vous savez, j'ai une forte influence dans la diaspora. On va y J'en fais très revenir. plaisir On de me ça. signale qu'il y a de petits soucis pour qu'on puisse vous entendre correctement. On va régler ça tout de suite, c'est important bien évidemment. Les sujets de ce matin, Toumane. Alors ce matin, il y a Aline qui parlait de France justement. On va aller à Paris et on va parler de mode et de sport. On va parler justement de ce grand défilé ou disons de ce grand show qu'a organisé Vogue Wood pour préparer justement la cérémonie des JO. Mais on va également revenir en Afrique pour la petite touche Made in Africa et faire le portrait de la nouvelle Miss Côte d'Ivoire On 2024. retourne finalement en Côte d'Ivoire, mon cher Bad. Excellent choix ce matin, donc avec ce panier ta tenue de ce merci. matin. Alors, Merci beaucoup. sujet sport rapidement, Alors, parce qu'on va démarrer avec de ça. National 1 avec la finale qui a opposé l'AS Saloum à l'AS Kaffrine. Également, donner la parole au président de la Ligue de football professionnel amateur qui dit qu'il ne sera pas candidat. Parler de l'Euro également avec ses équipes qualifiées en quart de finale, mais également parler de paracyclisme avec la bonne moisson du Sénégal en Égypte et puis terminer par la lutte. Très bien. La gym avec le coach Tandaha. Maintenant, on vous retrouve dans un petit moment pour la suite. Restez avec nous. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. En ce lundi, début de notre travail de semaine. Alors, je vous exhorte, mesdames et messieurs, avant de démarrer justement notre capsule consacrée, comme on a l'habitude de faire, au cardio, je vous demande encore une fois d'utiliser beaucoup d'eau. Alors, nous sommes dans un pays sahélien. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une forte sudation avec cette température, haute température même, devrait dire il faut s'hydrater pour éviter justement la déshydratation. Alors, mesdames et messieurs, j'ai l'habitude de dire que l'eau, c'est la clé du succès. Alors, toute autre boisson, mesdames et messieurs, ça peut constituer un sport de la galerie. Et donc, voilà pourquoi je vous demande encore une fois de boire, beaucoup boire. Boire toutes les 10 minutes, surtout quand on pratique un sport de haut niveau. Il faudrait donc ne pas oublier afin d'avoir en tout cas une certaine hydratation encore une fois. Alors, mesdames et messieurs, cela dit, nous sommes à Dynamique Sport, nous sommes encore à Rufisque et nous allons faire notre cardio avec le vélo spinning. Alors, le vélo spinning, mesdames et messieurs, nous avons beaucoup de sortes de vélos. Mais aujourd'hui, le vélo spinning que je vous propose avec le coach d'eau, mesdames et messieurs, suivez bien parce que ça va encore élever le rythme cardio-respiratoire. Alors, ça fait tellement de bien, mesdames et messieurs, lorsque vous relevez votre rythme cardio-respiratoire, cela veut dire, mesdames et messieurs, quoi? En tout cas, c'est vrai que les muscles qui vont travailler, mais aussi le cœur qui va s'adapter à une certaine tension. Alors, encore une fois, mesdames et messieurs, merci de votre attention. Mais d'abord, coach d'eau, c'est à vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver ce demi de semaine pour vous présenter notre capsule du jour. Alors avant tout, un petit coucou à ceux qui nous suivent depuis Konjola Diamagun du côté de Mboro. Merci de votre fidélité sur la chaîne RTS 1. Alors pour aujourd'hui, on va présenter notre cardio du lundi. Notre cardio du lundi avec le vélo spinning. Alors, vous qui êtes à la maison, vous qui descendez tard, vous qui ne trouvez pas de temps libre pour arrêter faire du sport au niveau des salles et que vous avez cet engin à la maison, on va vous donner quelques astuces pour utiliser cet engin pour une durée de 30 à 45 minutes. Et là, vous allez voir que avec cet engin, vous avez travaillé votre endurance cardio, l'endurance cardio-respiratoire et cardiovasculaire, mais aussi vous travaillez en même temps le corps dans son ensemble. Autrement dit, au niveau du bas du corps, on va solliciter les mollets, les quadriceps, les fessiers, la zone des lombaires, mais aussi les abdos. Allez, je vous donne rendez-vous tout de suite dans les démonstrations pour vous montrer comment ça va se passer et suivez-nous bien. Merci. Alors, le vélo spinning, mesdames et messieurs, voilà le vélo spinning. Évidemment, ça nous rythme notre cardio d'aujourd'hui avec le coach d'eau. Mesdames et messieurs, encore une fois, aimez ce vélo spinning. C'est vrai que ce ne sont pas seulement les membres inférieurs qui travaillent, mais quand on remonte vers le haut, vous avez les lombaires, c'est-à-dire les muscles qui bordent la colonne vertébrale. Alors regardez cette accélération avec le coach d'eau. Évidemment, vous avez aussi au niveau des omoplates, mais également
au niveau des adducteurs. Alors là également, ça travaille les adducteurs et ça fait du bien. Maintenant dans la salle de musculation, si vous avez ce matos, mesdames et messieurs, c'est bien joué. Allez, ça va faire bouger un peu les articulations en haut. Et donc, voyez ce que cela fait, mesdames et messieurs. En tout cas, que du bien, hein, que du bien. C'est vrai que sur ce vélo spinning, avec les gestes du coach Do, évidemment, ce sont des gestes réalisés et qui vous permettent, mesdames et messieurs, en tout cas, de muscler un tout petit peu. Et surtout, au niveau de la ceinture claviculaire, regardez ce que cela donne. Alors, ici, on va replacer les articulations et surtout, et comme vous le savez, évidemment, une partie du corps qui était très touchée, c'est vrai que ce sont les membres inférieurs avec tout ce qu'il y a comme articulation. Vous avez l'articulation tibio-tarsielle qui a bien travaillé, mais aussi les arthroses du genou. Évidemment, en haut, on va citer surtout eh bien, la ceinture scapulaire. Ceci, évidemment, vous avez bien remarqué à l'occasion eh bien, de ce temps fort, en tout cas, eh bien, de ce vélo spinning avec le coach Do, on lui donne. Alors, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez bien suivi les démonstrations et que vous avez bien aimé les exercices qu'on vous a proposés ce matin pour débuter notre semaine. Alors, vous qui nous suivez, pensez à vous hydrater constamment pour diminuer l'effet des toxines, notamment l'acide lactique aussi. Donc, hydratez-vous et n'attendez pas d'avoir soif pour boire. Merci et on vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Voilà, merci mesdames et messieurs, merci coach Do. Nous voilà au terme de la capsule d'aujourd'hui. Le rendez-vous sera pris pour demain, Inch'Allah. Mais en attendant, passez une excellente journée. Il est 6h42, bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant. Son Excellence Fodé Silla est en plateau avec nous, c'est notre invité pour ce premier numéro de la semaine. Bonjour, bienvenue sur Kirkeliba. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bon, moi aussi je vais bien. Avec le bon Kirkeliba pour vous accompagner, bien sûr. C'est important. Le sport, c'est l'affaire d'Abdoulaziz Ban et on revient en détail sur les sujets de ce lundi matin, juste après ceci. Mon cher Ban, on commence ce matin avec du foot amateur. L'AS Saloum qui est sacrée donc championne de la nationale. L'AS Saloum donc a battu l'AS Kaffrine par 7 tirs au but à 6, un but partout à l'issue du temps réglementaire en finale du championnat national de National 1, joué ce samedi au stade Iba Gueye de Mbacké. Ce derby entre Saloum et le Ndoukoumane a répondu à toutes les attentes sur le plan footballistique et organisationnel. Voici donc Mohamed Dien, il est le capitaine de l'AS Saloum, il est avec Thierno Diallo. Bon, j'encourage nos adversaires de l'AS Kaffrine. C'était un match assez difficile et âprement disputé, mais on avait la conviction de gagner ce match, surtout après être mené au score. Nous remercions nos supporters et nos dirigeants. Nous allons en Ligue 2, c'est pourquoi je dis que nous n'irons pas en vacances. Il faudra reprendre très vite pour nous imposer en L2 et rejoindre la Ligue 1. C'est notre souhait. Allez, football, non toujours. Le président de la LFA, c'est ça? La Ligue de football amateur ne sera pas candidat à sa propre succession. Abdoulaye Seydou Sow se veut clair, il ne sera pas candidat à la présidence de la Ligue de football amateur. Pour le président de l'AS Kaffrine, cette décision est personnelle et éthique. Nous l'écoutons. Le président de l'AS Kaffrine s'est qualifié en football professionnel. Il y a un débat qui commence à voir, est-ce qu'il va rester à la tête du football amateur? Moi, je ne resterai pas à la tête du football amateur, mais il faut attendre. Et encore que ce n'est pas réglementaire, parce que du point de vue règlement, j'aurais pu laisser mon mandat jusqu'à terme, parce que je suis président de la Ligue régionale de football de Kaffrine. Et j'ai été présenté comme candidat à la Ligue de football amateur, non pas par le club,
mais par la Ligue de football de Kaffrine. Cette Ligue de football de Kaffrine, elle existe, et cette Ligue de football de Kaffrine, elle est amateur. Donc, il n'y a aucun problème qui se pose. Mais c'est un problème, moi, personnel, d'éthique. Moi, mon club est professionnel, je ne vais pas aller organiser des clubs amateurs. Mais le moment venu, nous ne sommes qu'à l'étape de la qualification. Il faut après respecter le cahier de charge. Après, il faut que la Ligue de football professionnel accepte l'AS Kaffrine. Lorsque la Ligue de football, la Ligue sénégalaise de football professionnel agréera notre candidature à jouer le football professionnel, lorsque l'équipe de Kaffrine sera acceptée au niveau de la Ligue de football professionnel, je vais en tirer toutes les conséquences de droit, mais aussi je vais en tirer toutes les conséquences par rapport à mes convictions personnelles. Moi, je ne m'attache à aucun poste dans ce pays. J'ai l'ambition de servir le football et je le servirai partout, tant que je vivrai. Allez, retour en plateau. Alioune, commentaire sur cette décision. Il a évoqué des raisons personnelles. Raisons personnelles, mais aussi il a parlé d'éthique. Je pense que ça, cette posture-là l'honore. Parce qu'on est dans un pays où les gens aiment tellement, comment on appelle ça encore, le fait de cumuler les fonctions, le cumul de fonctions, le cumul de mandats, de fonctions autres. Et puis par rapport même au parallélisme des formes, l'année dernière, je pense que le débat s'était posé avec le président de Nyari Tali qui était descendu en national, Djibril Wade étant patron de la Ligue de football professionnel. C'était assez bizarre, on va le dire ainsi, de retrouver aux commandes du football professionnel quelqu'un dont l'équipe joue en national. Ben, je sais pas, il a fait un peu de forcing, il est resté en poste. Heureusement pour lui, Nyari Tali a remonté une année après, donc en Ligue 2, ce qui fait que le débat ne se pose plus. Mais avec la montée prochaine de l'AS Kaffrine, le fait de voir Abdoulaye Sow, qui n'est pas n'importe qui dans le paysage footballistique ici au Sénégal, pratiquement le numéro 2 du football sénégalais, deuxième vice-président, très dynamique, donc il est l'un des visages les plus marquants du football sénégalais. S'il voulait continuer à être aux commandes du football national, alors que son équipe est à l'étage supérieur, donc on lui aurait reproché le fait qu'il n'a pas su céder quand même de la place aux autres. Donc je crois que véritablement cette posture-là l'honore et cela démontre qu'il est possible, des fois de savoir lâcher du lest, de quitter une fonction pour que les autres également puissent gravir les échelons et que tout le monde puisse véritablement servir le football. Je suis contre l'accaparement. Absolument. Le survie, ça est valable dans plein de domaines. Absolument. C'est ça. Politique, dans l'économie, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il vient de régler un problème qui dure depuis 3 ans dans le football sénégalais parce qu'il est fréquent que l'on voit ces cumuls de mandats pour les présidents de club. Tu es président de club, tu es vice-président de la fédération, tu es président de ligue, président des arbitres, président. Aujourd'hui, il vient sans compter les fonctions politiques. Oui, sans compter les fonctions politiques. Aujourd'hui, il vient de régler un problème. Et à partir de là, tous les présidents qui seront là dans le football amateur, dans le football professionnel, dès que ton équipe change de statut, tu devras quitter. Bon, pour le moment, ce n'est pas encore quelque chose d'écrit, c'est quelque chose de personnel. La décision revient évidemment aux concernés. Ce serait peut-être bien qu'on puisse inscrire cela dans les textes, dans les statuts, pour que ce soit clair et que les gens ne soient pas obligés évidemment de cumuler plusieurs postes. Le problème du football sénégalais, ce sont les textes. Oui. Il faut changer les textes. Revoir les textes pour permettre à tout un chacun de pouvoir y bénéficier. Et puis féliciter l'AS Saloum. L'AS Saloum, donc l'équipe de Salou-Sec, qui a été pendant longtemps au niveau du football amateur et aujourd'hui qui rejoint le football professionnel en Ligue 2 et puis qui a remporté cette finale-là. C'était une très belle finale disputée samedi et puis c'est toujours féliciter l'équipe de l'AS Saloum et l'AS Kaffrine également qui n'a pas démérité. Très bien. On avance sur le conducteur. On parle toujours foot, mais cette fois-ci de l'Euro 2024, dont certains matchs sont diffusés en direct sur nos antennes. L'Espagne, l'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne en quart de finale. Les Anglais ont eu chaud, il faut le dire, après être menés au score durant presque toute la partie. Jude Bellingham, en sauveur avec un retourné magnifique, a permis à l'Angleterre d'égaliser à la dernière minute des arrêts de jeu. Harry Kane a par la suite inscrit le deuxième but des Anglais dans les prolongations face à la Slovaquie. Les Anglais vont faire face donc à la Suisse en quart de finale. L'Espagne a tenu son rang en battant. Attends, la Suisse tombeur de... La Suisse de l'Italie, championne. Je vais y revenir. L'Espagne donc a tenu son rang et va donc rencontrer la Suisse. L'Angleterre va donc rencontrer la Suisse. L'Espagne a tenu son rang en battant la Géorgie sur le score de 4-1 et va rencontrer l'Allemagne, le pays hôte qui a sorti le Danemark sur le score de 2-0. La Suisse donc a battu les détenteurs du trophée, l'Italie, sur le score de 2-0 et ouvre la succession des Italiens. Au programme donc ce soir,
À 16h, la France joue contre la Belgique et à 19h, le Portugal affronte la Slovénie. Bah, félicitations aux Suisses déjà. L'Italie a été surprise de se faire... L'une des meilleures équipes du tournoi, la Suisse. Ah oui. Bon, ce qui est sûr, les Italiens ne se succéderont pas à eux-mêmes, ça c'est sûr. Je crois qu'ils ont été surpris par cette belle équipe suisse. Ils ne s'y attendaient pas, j'ai l'impression. Bon, je pense que, en fait, ça n'a pas trop surpris quand même ceux qui suivent cet euro-là de près. Depuis le début, quand même, l'Italie, pour l'instant, n'a rien démontré. L'Italie a usé plutôt même de subterfuge pour sortir en face à son précédent adversaire. Hein. Je pense que c'est de façon inextrémiste que les Italiens ont su arracher leur qualification. La Croatie, à l'italienne, comme on va le dire. Hein. Dans le temps additionnel. Deux équipes qui ont pratiquement le même style. Donc on va le dire, au point finalement, l'Italie a fini par l'emporter. Mais cette Italie-là n'avait pas fière allure. Et je crois que les Suisses ont bien mérité leur qualification. Parce que vraiment, c'est une équipe qui me séduit et qui pourrait aller très 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 loin et qui pourrait même refaire le coup du Danemark en 92. Hein. Cette Suisse-là, elle peut remporter cet euro. Hein. Voilà. Oh là là. Nous, les Français, nous restons sereins. Je pense qu'il faudra d'abord battre la Belge, parce que ça, c'est un derby. Depuis ce matin, j'ai eu à voir les chaînes françaises, mais c'était un 4-4 de losange. Ils ont commencé à être dans la tête de l'entraîneur pour lui dire qu'il faut jouer de cette sorte-là, pour pouvoir, de cette manière-là, pouvoir gagner. Tout à fait. C'est un match très compliqué qu'ils vont disputer. Mais la France a une certaine ascendance psychologique sur la Belgique, quoi. Une équipe qu'elle a battue à 2 reprises lors des 2 dernières confrontations. Quand la France éliminait la Belgique était taillée pour prendre la Coupe du Monde en 90 et jusqu'à présent. C'est pas passé. Hein. Donc, chaque fois, les Belges ressassent cette élimination en évoquant des faits qui n'ont rien à voir avec le fait sportif. Mais pour vous dire que tellement ça a été un traumatisme pour la Belgique. Et je pense qu'entre-temps, après, ils se sont rencontrés. La France a encore inversé la tendance avec une remontada. Donc, aujourd'hui, pour la 3e manche, comme on le dit, jamais 203. Psychologiquement, la France est mieux armée que la Belgique, même si moi, je jetterai une piècette sur la Belgique, hein, parce que vous savez, à chaque fois que la France est sur une défaite, je suis heureux. Hein, dans le sport. La valeur sûre, c'est la France. Après, on a la dynamique des JO. J'allais parler du jeune joueur Ndoye qui joue pour la Suisse. Il voulait venir au Sénégal. Il l'a dit sur les réseaux sociaux. Il voulait venir quand il était dans les équipes de jeunes. Mais c'est un joueur pétri de talent. À le voir jouer, on sent que c'est un footballeur. On pense à Zinedine Zidane, on pense à ces grands joueurs-là qui ont permis à ces équipes de pouvoir briller durant ces compétitions. Mais c'est un joueur petit de talent qui peut valoir beaucoup de satisfaction. Pourquoi il n'est pas avec nous? On ne l'a pas appelé, c'est ça? Aliou Cissé qui laisse encore filer une pépite. Aliou Cissé qui laisse encore filer une pépite. Malheureusement. Il vient en vacances ici, à Yoff. Il habite à Yoff avec le maillot du Sénégal. Il vient, il joue au football avec les jeunes. C'était vraiment son choix de cœur, véritablement. Il l'a dit. Son choix de cœur, mais malheureusement, il n'est pas venu jouer pour le Sénégal. Et c'est encore dommage. On ne peut plus rattraper le coup. Non, ce n'est plus possible. Dès l'instant qu'il a porté le maillot d'une autre équipe A, même si c'est pour 30 secondes, vous le perdez. Avec l'athlétisme, le règlement, vous le perdez à jamais. Le basket, c'est... Surtout qu'il a joué un euro. Bon, s'il n'avait pas participé à une telle compétition, je pense qu'il y a des clauses qui permettraient de le récupérer. Je ne sais pas si on a l'occasion de reparler football, mais il y a une initiative qu'on a beaucoup suivie en France et je pense que ça mérite qu'on mette un coup de projecteur. C'est quand même le rachat par Sadio Mané du club de Bourges. Il se trouve que vous avez fortement parlé. Bourges FC et le maire est un ancien cadre des SOS Racisme. Et on est resté très en lien et avec Cher Silla et Bakary Cissé. Voilà, ce club a été racheté et je pense qu'on parle souvent du Sud qui tend la main et c'est important de voir qu'il y a un Sénégalais qui rachète un club du Nord et qui va participer au développement économique, social, d'une région en France par rapport à l'image caricaturale qu'on se fait des Africains et du Sud. Et je trouve que c'est un beau coup que ce soit un Sénégalais qui rachète un club du Nord, qui le sauve avec tout ce que ça va entraîner. Voilà. Et puis voir sur les maillots l'enseigne de Air Sénégal, visiter le Sénégal, ça tout à fait. Un peu comme visite Rwanda. C'est bien, c'est du Sadio Mané. Tout à fait. On n'est pas surpris. Tout ça, c'est bien. Sadio qui en ce moment fête aussi la réussite de son épouse finalement au baccalauréat. Félicitations. Je voulais comme quelqu'un qui a marqué un but. Il y a de quoi. Félicitations en couple finalement. On va parler d'athlétisme maintenant et de paracyclisme, la bonne moisson du Sénégal au championnat d'Afrique. Le Sénégal a obtenu 4 médailles, dont 3 en or au championnat d'Afrique
qui se sont tenus au Caire en Égypte du 26 au 29 juin. Macoumba Sarr a confirmé son titre continental en remportant la course en ligne, la course contre la montre. Toumani Diatta a remporté le titre de champion d'Afrique en MH5. Alain Colli a terminé à la 2e place, synonyme du titre de vice-champion d'Afrique. Félicitations donc à ces lions du Sénégal en paracyclisme. Félicitations encore une fois à nos athlètes. On va terminer avec la lutte cette fois-ci. Si vous n'avez pas suivi le combat hier, c'est pas grave. On vous en fait le résumé ce matin. C'était difficile de suivre le combat. Ama Baldé, Gris Bordeaux. C'était compliqué, une victoire. C'était à quelle heure finalement? Presque 22h et quelques. J'ai vu quelques lives à des heures extrêmement des heures. Il faut que les combats démarrent à 18h45. Ah oui. Terminer presque à 20h ou 20h30. C'est assez comme 22 combats de lutte à 22h. Un dimanche. Un dimanche surtout. Le lendemain, on doit se lever pour aller bon. Tout à fait. Peut-être que c'est adressé à un certain public, mais dans tous les cas, je pense que c'est tard quand même. Il faut se lever tôt pour aller... Avec les problèmes de sécurité qu'il y a autour de l'arène nationale, je pense que terminer à partir de 19h30, 20h, c'est mieux. Au maximum, comme ça, tout le monde rentre. Terminer à 22h. Donc une belle victoire. On va revoir les images. Oui, de Ama Baldé sur décision médicale suite à une blessure de son adversaire. Nous allons suivre ce combat. Attention, door mu daanu giri mbaa door mu daan du am attention door mu daanu Ama tooñaat na ko Ama dëggal na boppam attention daje nañu xeex nañ xeex bu metti sànq combat bu nar a metti lay doon ñu ngi xeex lii lan la xeex ñu ngi xeex giri daa mel ni xeex la indi de ñu ngi xeex mais Ama moo njëkkee xeex bi mais Ama mu ngi xeex Ama jël na ko rëcc Ama jël na ko Gris bañ mais Gris dafa diis mais Gris liggéey na si combat bi waaw Ama jël na ko mais Gris dafa diis kuy dem ardo Gris day dem attendons leen ñoom ñaar muy troisième tigre de Fass attendons de voir avec le médecin ba tey yéen a ñuy suivre fii ci window ça commence à être sérieux Gris Bordeaux moom ngeen di seen noonu médecin yi di ko suivre moom Ama Baldé seen combat bi Ama yóbbu ko addo waaw daanaka joxe nañu li nga xamante ne daa mel ni moom mooy victoire bi Bon, moi, je suis pas... Il faut laisser Gris tranquille. Il faut laisser Gris Bordeaux tranquille. Qui d'entre nous peut avoir en quelques minutes de balancement de bras 20 millions, 30, 50 millions Ça, je me dis que j'ai loupé peut-être. Bah oui, on a tous loupé quelque chose dans ma carrière. 60 millions pour venir un balancement de bras. J'ai déjà influencé la carrière déjà et tout. Ça, avec une aide infirmière, il se fait décision médicale. Je ne pense pas. Oui, parce que ce sont des médecins qui l'ont suivi. Ils ont dit qu'il ne peut pas continuer à... On reporte le combat. Reporter, non, c'est ça. On ne peut pas reporter. Je pense que hier... Il doit y avoir beaucoup de déceptions chez lui. Même pas chez lui, chez les supporters. Ah oui? Parce que tu te tapes 60 millions pour 5 minutes de balancement de bras. Après, tu rentres à la maison, 60 millions de francs CFA. Mais moi, je peux prendre un combat demain. Il faut d'ailleurs. Je suis ton agent. Je veux juste rappeler, c'est la 14e victoire. Je suis affronter à ce moment-là. Et Sarah sera mon agent. Ah oui, merci. Je rappeler, c'est la 14e victoire dans l'arène en 17 combats pour donc Ama Baldé. Il renoue ainsi avec le succès après sa défaite face à Modou Lô en novembre dernier. La dernière victoire de Gris Bordeaux dans l'arène remonte à mai 2015. Et c'était contre En mai 2015 Oui, Tyson. 9 ans. Contre Tyson, le retraité. Contre Tyson Contre Tyson. Waouh. Et d'autres combats ont eu lieu hier. Zos a été battu par KO par Liss Ndiago. Et puis Guigui a été défait par Adafas. Pour Zos, c'était quand même impressionnant. Ça, c'était une victoire. Mais Zos, il n'avait pas arrêté. Il avait arrêté. Dans une vidéo, j'ai vu qu'il disait qu'il est maintenant dans des affaires dans la politique et dans les affaires de relations internationales. Maintenant, la relation internationale, il revient dans l'arène. Mais depuis tout ce temps-là, les gens s'entraînent. Les gens ils s'entraînent, ils sont dans de bonnes conditions, ils préparent leur combat. Il ne faut pas rester 5 ans sans combat, venir aujourd'hui et vouloir avoir une victoire. C'est assez compliqué. Ça dépend historiquement, c'est déjà arrivé. Forman l'a fait en boxe. Oui, Forman avait disparu, était revenu plusieurs années après, quasiment
à 45 ans, il était redevenu champion du monde, etc. Donc, mais pour la lutte, c'est assez compliqué. Et donc, c'est pour Zos, un KO, c'est énième KO. J'ai vu Mambalambo de 297e KO et autres. Non, il a reçu pas mal de KO dans sa carrière. Et j'ai même peur pour après sa demain santé. pour sa santé. Non, là, c'est bon, je pense qu'il... se rapprocher de bon neurologue. Non, je crois que là, c'est ça fait des coups dans la tête irréversibles. Absolument, absolument. Comme on le dit, il était là pour le DAO dépenses et autres, mais c'est compliqué. Non, je pense qu'il avait pris la bonne décision. Avec toute la pression qu'elle nous met, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Même la dépense quotidienne, on est obligé de signer des combats à l'avance en sachant qu'on... Il y a d'autres façons de gagner sa vie. Même pour Guigui. Guigui aussi, quand je l'ai vu enlever son boubou, je me suis dit, mais Guigui, qu'est-ce qu'il faisait durant tout ce temps-là? Il n'a pas préparé ce combat. Non, rien. J'ai vu aussi les images. Il y a plusieurs métiers autour quand même de la lutte. Il y a son peu de coach, on peut être... La lutte, c'est aussi le spectacle. Je pense que pas mal de ces joueurs-là, lorsqu'on leur signe des contrats, c'est vrai, c'est pour un beau combat, qui montre en fait un beau combat, qu'ils gagnent et qu'ils évoluent. Mais les promoteurs veulent également du show. Et parmi tous ces lutteurs que vous avez cités, ce sont des lutteurs qui savent faire du show et qui vont apporter des supporters, finalement. Quand vous suivez sa conférence de presse, vous vous dites qu'il va massacrer son adversaire, mais il n'a pas existé. C'est du marketing. C'est du marketing dans son discours. Mais maintenant, il faut aller Badra. On va démarrer du lundi au vendredi, je vais aller au boulot. M'entraîner le samedi. Et puis dimanche, me taper 60 millions. C'est ça. Il est 7h. On va se taper, il ne faut pas oublier. Parce que l'agent a droit à 10% du reliquat. Je ne sais pas si c'est possible dans vos contrats avec la RTS. On va interroger tout ça. Merci. Qui dit qu'ils pensent à leurs enfants. Il est 7h. Merci beaucoup, mon cher Ban. Fin donc de la chronique sport de ce matin. J'arrête pas de rigoler. Bon, allez, on va passer à la revue des titres avant d'enchaîner avec la rubrique invitée et revenir donc sur quelques sujets d'actualité. On démarre la revue des titres de ce 1er juillet. Ah oui, c'est un nouveau mois qui s'ouvre ce matin avec à la une du quotidien Yor l'accaparement foncier sur la Corniche Est. Le président Bassirou Diomaye Faye décide de restituer la plage de Lens-Bernard aux Dakarois. La zone en rouge, l'attribution foncière scandaleuse. Le dossier est à retrouver à la page 5. Ça, c'est un excellent sujet, une très bonne décision évidemment. On en a longtemps parlé, toutes ces plages privatisées qui privent justement des citoyens d'accès à ces plages-là finalement. Certains vont vers des plages interdites. Conséquence, beaucoup de noyades. Aujourd'hui, je crois que cette décision est à saluer véritablement, surtout en cette période de vacances. Salut, un commentaire. Non, mais je pense que l'accès à la plage, quand même, c'est un droit, je dirais même constitutionnel. Tous les Sénégalais devaient pouvoir accéder quand même aux plages du Sénégal. Et le fait de voir le littoral de plus en plus être privatisé, quand même, ça crève le cœur, ça fait très mal. Et aujourd'hui, on est très heureux, satisfait de voir que ça fait partie véritablement des principaux défis auxquels le nouveau régime-là veut bien s'attaquer. Donc voilà, on ne fait que féliciter le Premier ministre, bien sûr au-delà de lui, le président de la République. Et tous les Sénégalais à ce niveau quand même sont unanimes. Le Premier ministre était là-bas. Il faudrait que les plages puissent profiter à tout le monde. C'est ça. Parce qu'on est en République, nous ne sommes pas dans un royaume. C'est ça. Voilà. Ça doit être dans le domaine public et le domaine public, c'est pour tout le monde, bien évidemment. C'est le domaine public, c'est pour tout le monde. Tout à fait, c'est le littoral. Vous avez vu la découverte qu'on a fait au niveau de la plage de Hans-Bernard. C'est un havre de paix. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas, avec ces bâtiments-là, construire tout autour, puis permettre aux Sénégalais d'aller à Hans-Bernard, et puis surtout avec cette période de vacances-là. Et puis il y a tous ces jeunes-là qui viennent les week-ends faire la natation, faire le canoë et le kayak. Je pense qu'il faut libéraliser, permettre à toutes ces personnes-là de pouvoir aller à cette plage-là. Et c'est ce que les autorités ont compris. Le sujet revient à la une de 24 heures ce matin. Lotissement à la plage de Lens-Bernard et environ l'exécutif freine tous les travaux. Déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko. Le président Bassirou Diomaye Faye a demandé l'arrêt systématique de tous les travaux sur la zone, quels que soient les papiers détenus par les acquéreurs. Besbi le jour avec un tout autre sujet. À la une, bataille Pastef Taxawu Sénégal, Colobane, théâtre des opérations. Sujet politique donc à la une de Besbi le jour ce matin. Le leader de Pastef tâte le pouls de la fidélité. Il prône plus d'humanisme dans le déguerpissement pour le moment et annonce des financements de l'ADER. Des insinuations de Sonko et de Abbas Fall contre le maire de Taxawu
Colobane et des accusations des marchands ambulants. Tout ça en détail dans les colonnes du quotidien Besbi, le jour à la page 4 notamment. Nos collègues journalistes aiment bien souvent organiser des combats fictifs. Il n'y a pas de combat à Dakar quand même. Hein. Si on se fie aux dernières élections, entre Tahaou et le PASTEF, il n'y a pas match. Ils ont dit bataille, hein, finalement. Quand même, c'est tout à l'avantage de Tahaou, quelque part. Hein, ça va le faire du plaisir. Mais en vérité, si on se fie aux dernières élections, quand même, il n'y a pas match. Hein. Parce qu'à Dakar, il y a eu une razzia du candidat de PASTEF. La bataille de Kaffrine à Dakar. Allez, on passe à la une de Réumi Quotidien maintenant, de ce lundi matin, avec le morcellement de la plage de Lens-Bernard. Sans qu'au sort de nouveaux cafards de maquis, peut-on lire à la une de ce quotidien ce matin. Selon le Premier ministre, le morcellement a été fait quelques mois avant la fin du mandat du président sortant. Le quotidien sur la série de déguerpissements à Dakar. Sonko expose son étal à Colobane. Le Premier ministre face à des ambulants surexcités. Et pour calmer la colère, il demande l'assouplissement des opérations. C'est vrai qu'on a longtemps parlé également de l'occupation anarchique véritablement de nos rues, de nos ruelles. Et ça, c'est un tout petit peu partout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de trottoirs véritablement parce que tous ces espaces-là sont occupés. Il faut quand même qu'on organise les choses et bien. C'est vrai que personne n'a envie de voir ces marchands ambulants qui cherchent la dépense quotidienne être déguerpis. Mais il faut aussi, on est en ville, on est en société, il faut quand même qu'on organise les choses aussi. On ne peut pas laisser tout le monde s'installer n'importe où et n'importe comment. Voilà, bon, plus d'humanisme dans les opérations de déguerpissement, ça aussi c'est bien. Le quotidien Le Mandat maintenant, avec à sa une un sujet de société. Conditions de la femme mariée au Sénégal. Pourquoi devoir et pouvoir tout supporter? Interrogation ce matin, ma chère Toumani. Mounial. Ça, c'est uniquement pour les femmes. Hein. Les hommes sont épargnés. C'est ça. Je pense que ça doit être dans les deux sens. Hein. La femme comme l'homme doit, disons, accepter plus ou moins ou bien essayer de, disons, je vais utiliser ce mot mouniel, mais c'est dans les deux sens. Il n'y a pas que la femme qui doit mouiller dans une relation amoureuse. Même si je ne suis pas encore mariée, je pense que nos parents nous ont appris que ce soit comme les hommes, comme les femmes, à mouiller dans une... À tout supporter. Dans le mariage. Contrairement à ce que les gens peuvent penser de l'Afrique, c'est juste la femme qui... Ça a changé maintenant. Les deux sens doivent supporter. J'allais justement dire que ça a changé parce que maintenant, il y a beaucoup de femmes, quand ça ne va pas, qui disent « bon, on se sépare, hein, chacun va de son côté et puis on essaye de gérer les enfants comme on peut, s'il y a des enfants, bien évidemment, ou on essaye de refaire sa vie. » En tout cas, c'est un sujet de société qui nous interpelle tous sur la condition de la femme mariée au Sénégal. Certaines, il faut l'admettre, vivent le calvaire dans leur ménage, que ce soit des ménages monogames ou polygames, des conditions extrêmement difficiles pour ces femmes. Messieurs, revoyez parfois vos copies. Soyez plus gentils. Voilà, bon entendeur. Salut, comme on dirait l'autre. Sud Quotidien. Maintenant, on revient maintenant sur une actualité plutôt politique avec ce quotidien ce matin. L'Assemblée nationale en riposte à la sortie du Premier ministre sur la déclaration de politique générale. Objet de tous les débats en ce moment. La majorité bloque le débat d'orientation budgétaire prévu avant-hier, samedi 29 juin. Donc, il n'y a pas eu de débat selon le président du groupe parlementaire majoritaire. Cette décision fait suite au refus du Premier ministre de tenir sa déclaration de politique générale devant l'hémicycle. Ce bras de fer se poursuit donc et peut conduire, selon Dr Momar Thiam, spécialiste en communication politique, à une dissolution de l'Assemblée nationale si elle ne corrige pas les insuffisances du règlement intérieur. On est tiraillé finalement dans cette affaire. Bon. C'est vrai que le chef de l'État peut décider de dissoudre l'Assemblée nationale, bien évidemment. Et l'Assemblée nationale a quoi? Contre le... Mais bon, tout cela est encadré par la loi. Hein. Je pense qu'il y a l'équilibre de la terreur. Ça veut dire qu'il faudrait que l'Assemblée boucle 2 ans pour que le président ait la possibilité de la dissoudre. Mais maintenant, en cas de présentation aussi du Premier ministre devant l'Assemblée, si cette Assemblée monte une motion de censure, là aussi, l'exécutif, si la motion passe, l'exécutif peut réagir. Donc pour vous dire que véritablement, si on ne fait que respecter la loi, voilà, tous les pouvoirs ont leur champ d'action. C'est ce qui se passe actuellement. J'ai envie de dire épilogue et pas fin, hein, finalement. Mais c'est au mois de septembre, hein, donc tous nos députés seront... 12 septembre. Sur le qui vivent au mois de septembre. J'ai écouté hier Doudouad, mais vraiment il a donné de très belles leçons, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit à l'État aussi, de ne pas aujourd'hui, d'être très prudent dans la prise de décision pour les deux parties.
La déclaration de politique générale, finalement, ce sera pour quand? C'est la grande question que ce monde se pose. Chacun a ses juristes, chacun défend sa ligne. À chaque fois que vous venez d'écouter l'un des tenants d'un des camps, bon, vous êtes un peu convaincu, vous dites qu'il a raison. Mais moi, je suis plus convaincu qu'un par cela qui demande à ce que l'on revoie les textes régissant le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a eu la suppression. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, il n'y a plus de Premier ministre. C'est ça. C'est vrai. Et quand ça a été supprimé de fait, ça laisse un peu un vide juridique. Voilà. Et en même temps, le Premier ministre n'a pas envie d'aller devant une assemblée qui n'est pas forcément favorable. Ça aussi, c'est ça. Donc je pense que les deux, finalement, mériteraient un moment qu'on repasse devant les urnes et puis qu'on ait une majorité, comme ça sera plus clair. Donc, disons mais en tout cas, il faut, d'un côté comme de l'autre, il faut quand même défaire aussi une déclaration de politique générale à un moment pour qu'on sache vers où on va. Il faut savoir raison garder finalement, ou peut-être que ce sera Mais en septembre ou après septembre. Oui, les Sénégalais sont très ah oui, non. On sait que ça va alimenter les débats, mais ça va se faire, bien évidemment. L'évidence maintenant, avec à la une l'acte de loyauté ou ruse pour éviter le coup de balai. C'est une interrogation qui barre la une du quotidien. L'évidence ce matin, des ouailles de maquis qui rendent le tablier. Est-ce que c'est un acte de loyauté ou une ruse pour éviter le coup de balai? Bon, ça, c'est une grande interrogation. Avec à la une, quelques, je pense, responsables de... Ah, c'est à la page 6, notamment. Ils ont démissionné. Il y a aussi l'autre Thiassoua Massali, ils ont tous démissionné. Ils ont démissionné, voilà, c'est ça. Ah oui, voilà, des DG, voilà, qui ont rendu le tablier, tout simplement. De leur poste, nominatif. Donc, il y a l'ANAMO, il y a la SONAGED, donc voilà, c'est ça. OK. Très bien. Allez, on termine la revue des titres de ce matin avec la une de Stade, quotidien spécialisé en sport. On y va, l'Euro 2024, France et Portugal sous pression, bien évidemment. Tu as donné les affiches, c'est France-Belgique, c'est ça? France-Belgique à 16h et à 19h, Portugal-Slovénie. Ce sera en direct sur nos antennes? Non, le match du 2 sera en direct sur la RTS. Très bien. Match du 2 juillet. Avec notre ami Kahn qui met une pièce sur la Belgique. On va s'appeler tout à l'heure. Eh bien, restons en Europe pour poursuivre le débat de ce matin avec la rubrique invitée. Et c'est juste après ceci. Nous sur ce plateau, si vous nous rejoignez juste à l'instant, je vous représente notre invité, son Excellence Fodessila est avec nous. Il est parlementaire européen, ancien président de SOS Racisme, autant pour moi bien évidemment, et plusieurs autres casquettes également, membre du Conseil économique, social et environnemental. Mais avec vous, on revient sur l'actualité internationale phare de ce matin. C'est bien sûr les législatives en France avec la progression nette et l'arrivée en tête du RN. Que va-t-il se passer lors du second tour? Est-ce qu'on va vers un changement radical finalement? Je dis radical pour penser justement au Rassemblement national, la Lune. Mais écoutez, je pense que l'impensable est en train de se produire. Le pays de Malraux, de Victor Hugo, de Émile Zola, ces pères fondateurs de l'humanisme. Le pays est en train de basculer, de s'offrir à l'extrême droite. 34%. La France, ce symbole véritablement des valeurs humanistes, qui est sur le point donc de s'offrir à l'extrême droite. Comment vous pouvez expliquer une telle tournure des choses dans le champ politique français? Excellence, de par votre parcours, fort de votre riche parcours dans l'engagement contre le racisme, on se souvient de comment vous portiez le combat dans les années 80-90, surtout avec l'aide bien sûr précieuse de François Mitterrand. Donc c'était l'un des genoux des banlieues françaises plutôt. Aujourd'hui, avec le recul, vous vous dites que ce combat finalement n'aura servi à rien si la France est aussi proche de tomber dans l'escarcelle de l'extrême droite. Oui, non, au contraire, je pense que s'il n'y avait pas eu ces mouvements de jeunesse, on n'avait pas fait SOS Racisme, peut-être qu'on aurait basculé beaucoup plus rapidement dans l'extrême droite. Moi, je pense que la France a failli au devoir de mémoire. Vous savez, le jour où je me promenais dans Dakar, je voyais la rue Félix Éboué. Je me dis, il y a très peu de jeunes Français qui savent qui était Félix Éboué, qui était ce gouverneur du Tchad, qui avait résisté précisément et qui avait répondu à l'épaule du général de Gaulle. La plupart des jeunes Français ne savent pas l'apport qu'a été les armées africaines dans les libérations. On a fait les élections européennes le lendemain de la libération de 1944, à Normandie et en province un peu plus tard. On n'a pas souvent parlé de pourquoi les immigrés étaient présents, du travail qu'ils ont
qu'ils ont fait pour reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que tous ce devoir de mémoire, et on a eu beaucoup de temps à parler d'esclavage, on a eu beaucoup de mal aussi à ce que la France décide à un moment de dire, pendant très longtemps, on était un pays qui était divisé entre, il n'y avait que des catholiques et d'État. Aujourd'hui, il y a 10 millions de personnes qui sont de confession musulmane. On a fermé les yeux, on a préféré taire. Et donc, du jour au lendemain, ces gens sont là, ils ont grandi là. Et enfin, je pense que la France, historiquement, n'a jamais fait véritablement, n'a jamais tourné véritablement de façon, je dirais, mémorielle. Elle n'a jamais expliqué ce qu'a été véritablement la période de Vichy. Voilà. Là, il y a une France, à un moment, à qui on n'a pas demandé de s'allier à l'Allemagne nazie et qui pourtant a décidé de prendre un gouvernement de Pétain et a décidé d'elle-même, donc, voilà, de rallier et même de déporter même des petits-enfants juifs que ne demandaient pas les Allemands. Et enfin, on n'a pas non plus beaucoup parlé de la guerre d'Algérie et qui a fait basculer la 5e République. On a toujours considéré les Algériens et les musulmans comme une 5e colonne. Donc je dis ça parce que, d'abord, du point de vue mémoriel, je pense que le travail n'a pas été fait et qu'on n'a pas pris en compte le fait qu'il y avait une génération, notamment, qui avait notre religion, d'autres apports, et qu'on a voulu cacher tout ça, comme on met un peu la poussière sous le tapis. Et quand on a soulevé le débat, tous ces jeunes sont là. Et enfin, on n'a pas beaucoup aidé non plus des mouvements comme SOS Racisme. Vous le disiez fort justement tout à l'heure. La grande force d'un Mitterrand, c'est que c'est toujours la majorité qui décide dans un pays pour une minorité. Et Mitterrand a compris très rapidement qu'il fallait qu'il joue ce rôle de père de la nation et qui protège aussi les minorités. C'est jamais les minorités qui décident. Et donc il a dit, je vais donner un coup de main à ces jeunes étudiants qui se bougent, qui veulent créer Touche pas à mon pote. On va créer des maisons des potes, on va créer des lieux de convivialité, des lieux de dialogue. On va les aider socialement quand ils font des initiatives culturelles et on va réussir, voilà, cette osmose entre des jeunes qui sont nés en France et qui vont grandir là. Bon, et il y a après, à partir de Sarkozy, on va dire, on a cessé de donner de l'aide dans les quartiers, on a commencé à avoir des sujets caricaturaux et puis ça fait quand même 40 ans que ça dure cette affaire. Vous savez, en 1983, le premier slogan de l'extrême droite en France était 3 millions d'immigrés égale 3 millions de chômeurs. Comme le GUD qui tabassait les militants socialistes et de gauche et qui a réussi à poser cet acte dans la société française. Tous vos problèmes, c'est des immigrés, en commençant par le travail. Donc ça dure depuis 40 ans. Et juste pour terminer, traiter quelqu'un de sale noir, descendre dans la rue, demander votre carte de séjour à quelqu'un qui est là, un citoyen normal, voilà, pousser les gens à toujours s'en prendre aux immigrés, aux musulmans. Voilà, donc toute la classe politique qui a été. Regardez un Ciotti, qui est censé être un républicain du parti de Gaulle. Quelle est la différence entre un Ciotti aujourd'hui et puis une Marine Le Pen? Bon, et tous ces immigrés, j'ai envie de dire, qui ont donné à consonance étrangère, je ne sais pas si c'est parce que ça leur rappelle l'immigration, ce qu'ils ont été eux-mêmes, mais regardez Sarkozy, Ciotti, Bardella, je ne vous parle même pas de Zemmour. Bon, quand même, il y a toute une série de gens qui sont issus de l'immigration. Il y a il y a quoi les envoyer demander. Il y a quand même un petit souci. Par rapport à toutes ces personnes, c'est comme si, quand ils voyaient un immigré, ça leur rappelait ce qu'ils ont été. Même le petit Tanguy. Même le petit Tanguy. Donc il faut laver plus blanc que blanc, il faut apparaître plus blanc que blanc pour se faire accepter. Donc il y a un traumatisme de ces gens, de ces générations aussi d'immigrés qui veulent surtout qu'on cache leur... ça devient la possibilité pour que dans une semaine... Ils sont à 9 députés, dans la majorité absolue. Exactement. Et ce n'est pas exclu après le deuxième tour. Non seulement ce n'est pas exclu, mais les conséquences vont être terribles. Et moi, je veux en profiter pour dire deux choses aujourd'hui. D'abord, c'est d'abord de dire aux Français, restez mobilisés, parce que cette France des droits de l'homme, cette France des Lumières, des militants, des syndicalistes, celle qui a été porteur des valeurs d'égalité, elle existe. Elle s'est fortement mobilisée. Nous avons quasiment un jeune sur deux qui a voté pour la gauche, des 20-24 ans. Donc ça, c'est positif. Nous avons des binationaux qui ont voté, et ce sursaut, il y a quasiment 110% des Français qui ont été votés. Voilà, c'est une bonne participation. Et ce n'est pas perdu, ce n'est pas une fatalité. J'ai vu hier soir à la Place de la République, spontanément, la population descendre. Il y a cette France de l'humanisme, cette France qui accueille les boat people, cette France qui se réclame des Lumières et qui a quand même écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle existe, il faut l'encourager. Elle peut continuer, on peut éviter que l'extrême droite arrive au pouvoir. Parce que l'extrême droite, ce n'est pas uniquement contre les immigrés. Bien sûr, il y aura une remise en cause de la binationalité, il y aura la remise en cause du droit du sol, mais ils ont un programme très libéral.
très libéral. Ça va être des privatisations, ça va être des reculs sur les droits des femmes, ça va être... Donc voilà, on est face à un phénomène qui est profondément anti-républicain, historiquement, qui est profondément violent aussi. La dernière fois que vous m'avez invité sur ce plateau, on s'était rappelé cette année 95, vous avez armé idéologiquement des gens. Le jeune Brahim Bouram, notamment, avait été jeté à la Seine par des couleurs d'affiches à la marge d'une manifestation du Front National. Un jeune Comorien, franco-comorien, Ibrahim Ali, avait été tué par une balle dans le dos. Donc on n'est pas face à un phénomène qu'il faut banaliser. On est face à une vraie violence. Et des gens qui s'en prennent à des intégrités physiques qui, sur le terrain social, vont dégrader et ils ont un programme économique qui ne tient pas. Voilà. Est-ce que ce n'est pas finalement la suite logique, j'ai envie de dire quelque part, de ces Européennes qui aussi ont vu finalement des mouvements d'extrême droite arriver en tête, ce qui se passe aujourd'hui en France? Alors, non seulement, il y a une suite logique, mais ce qui est encore pire, voyez-vous, dans votre question, Sarah, c'est que l'élection européenne a parlé tout sauf de l'élection européenne. En vérité, ces partis d'extrême droite ont parlé tout sauf d'Europe. D'abord, Marine Le Pen va se retrouver en justice en octobre pour avoir fait des fausses déclarations sur des collaborateurs pour 7 millions d'euros qu'ils ont détournés. À l'Union européenne, ils ont fait une campagne, ils n'ont jamais parlé d'Europe, parce que l'Europe s'est bâtie pour la paix, pour que les hommes se rassemblent. Et ils ne veulent pas ça, ils veulent une société fracturée, ils veulent créer des murs. Donc le projet européen ne les intéresse pas. Et le grand paradoxe, c'est que c'est les partis les plus anti-européens qui ont réussi à obtenir effectivement... C'est ça, le paradoxe. Voilà, le grand paradoxe, exactement. Qui ont fait plus qu'une percée. Hein. Voilà. Alors, Aziz. L'attitude à tenir aujourd'hui, c'est quoi par rapport à cette montée? Aujourd'hui, par rapport à la montée de l'extrême droite, qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est ça? Moi, je pense que voilà, il faut que les partis de gauche... D'abord, il y a de l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, en passant par l'ancien président de la République, François Hollande, en allant jusqu'à Sandrine Rousseau, la Verte, les communistes, etc. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour faire un front uni, fort, démocratique, populaire. Même le président Macron l'a dit, sans réserve, en disant le plus important, c'est de battre l'extrême droite. Parce qu'on sait tout ce que ça va remettre en cause. Je pense qu'après, il faut effectivement que tous les gens, tous ces gens qui savent très bien les remises en cause profondes que ça va entraîner, pour l'image de la France aussi à l'international. Vous posez tout à l'heure la question, M. Kahn, parce que la France n'est pas que la France. La France est dans le concert du monde. La France est en Europe et un des piliers d'Europe. Elle est porteur de toute une série de conventions. La France est aussi aux Nations Unies. Donc il va falloir qu'elle s'exprime. Et surtout, la France a des relations avec les pays du Sud. Alors ils ne pourront pas continuer demain en arrivant, et ça, il faut leur dire, qu'ils comprennent aux fonctionnaires français. On ne pourra pas avoir un parti qui a un discours contre les immigrés, qui fait des lois contre les immigrés, et qui va venir s'asseoir ici, prendre le thé avec nous, comme si de rien n'était, on va signer des contrats. Je pense qu'aujourd'hui, le président Diomaye Faye et ses pairs africains vont regarder de très près si c'est l'extrême droite qui arrive dans les pays au pouvoir, notamment la France, pour pas qu'ils pensent qu'ils vont nous insulter, nous humilier et venir s'asseoir ici pour signer des contrats comme de rien n'était. Il y a une responsabilité sociétale des entreprises et je pense que c'est une des conditions qu'on pourrait mettre. Je pense que dans les axes de coopération, quand il faudra favoriser telle ou telle entreprise, on regardera aussi les discours qui tiennent et des politiques discriminatoires ou pas. Donc c'est pas une forme de... C'est juste de dire, voilà, on est dans un monde... on a besoin d'échanger avec tout le monde, on a besoin d'être sur le pied d'égalité. Et nous, ce qu'on ne fait pas aux ressortissants étrangers, on ne peut pas se permettre qu'on nous le fasse. On ne sera jamais, nous, dans ces violences. Même au moment où les gens disaient au Sénégal, France dégage, ils ne s'en sont jamais pris aux Français physiquement. Voilà. Ils s'en prenaient au symbole, parce qu'ils voulaient réclamer du souverainisme légitimement. Et là, le problème, c'est qu'en France, aujourd'hui, vous avez des gens qui disent aux autres, dégagez. Dégagez. Ils s'en prennent physiquement aux gens, à leur intégrité physique. Oui, ça. Et ça, c'est très dangereux, et ça, il ne faudra pas laisser. Et c'est paradoxal de voir certains analystes s'étonner du fait qu'il y a un rejet, en tout cas de la France, ailleurs, surtout en Afrique. Tout à fait. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet boomerang, tout simplement. Dans la même lancée, justement, on voit des commerces et des magasins fermés d'ailleurs. Aujourd'hui, à quelles conséquences on peut s'attendre justement pour ces migrants-là qui sont en France? Oui, je suis d'accord. D'abord, la première chose, c'est tout ce qu'ils vont essayer de remettre en cause sur le terrain social en disant il faut couper les prestations sociales aux immigrés,
qui sont déjà dans des conditions très précaires. Ils vont ensuite essayer symboliquement de s'en prendre à des choses comme le droit du sol, ce qui est très grave. C'est-à-dire qu'un enfant né en France ne sera pas automatiquement français. Il faudra que tes parents aient déjà été français. Ce qui donc va entraîner quand même des discriminations au quotidien, dans les voyages scolaires. Tout ça va être grave. Et surtout sur la binationalité. Voilà. On ne va pas me demander, moi, de choisir entre ma part française et ma part sénégalaise. Voilà. Voilà. Et donc, je pense que tout ça, ces conséquences vont être terribles. Et vous savez ce qui est encore pire, c'est que ça va donner l'impression à toute une série de gens qui sont dans des situations un peu de pouvoir qui peuvent y aller. Voilà. Maintenant, ils sont là, un peu plus de contrôle aux faciès, on sera protégé, un peu plus de refus pour entrer dans les lieux de loisirs, on sera protégé. Les petits fonctionnaires, voilà, qui aimaient bien des gens embêtés à la préfecture pour empêcher une carte de séjour, il va dire... voilà, la chasse est ouverte, on peut y aller. Et puis des immigrés qui vivent aussi dans des petites villes où quand même... Souvent à l'étroit, là. Voilà, souvent à l'étroit, parce qu'il y avait quand même, dans l'action des SOS, on avait réussi à faire quand même qu'il y en ait un peu de pudeur dans nos relations avec les gens. On n'insulte pas les gens physiquement, on ne les traite pas de sales nègres, de sales arabes. Mais si la parole se libère, et comme on a laissé la parole se libérer, voilà, on se retrouve à toutes les dérives. Voilà. Et donc après, dans les petites villes, les gens qui vont se retrouver là, on va pouvoir les désigner du doigt, etc. Et donc c'est aussi tout ce que ça va entraîner dans les liens entre les populations et dans le coup dur que ça va mettre au vivre ensemble. Et c'est pour ça que moi j'en veux beaucoup à tous ces partis se disant républicains, qui ont dit finalement les élections ça ne marche pas. Surtout, sous Sarkozy. Exactement. L'UMP sous Sarkozy. A été un mais même aujourd'hui, je dis attention, parce qu'on a une chance à gauche de les empêcher d'arriver. Mais je pense que on a une discussion là-dessus déjà en dehors de cette émission. Mais je pense que, par exemple, l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, je pense que ce n'est pas le moment de cliver. Je pense qu'en ce moment, les Français ont besoin qu'on les rassure, qu'on leur montre que bon, ce pays a été grand, Victor Hugo, on le disait, ça a été le pays des grandes conquêtes, tout le monde est content de la culture, de ce qu'on peut apporter au monde. Et ce n'est pas la peine d'aller faire une déclaration avec quelqu'un qui porte un kéfier, comme si on transportait le conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, il y a de la discrimination, du racisme, de l'antisémitisme, de l'islamophobie. Et aujourd'hui, j'ai entendu très clairement, par exemple, Édouard Philippe le dire dans son discours ce matin. Et ça me paraît important. Et je pense que même Mélenchon devrait un peu mesurer ces termes. Parce que l'ennemi, c'est l'extrême droite, c'est RN et c'est la famille. Et ça, Le Pen. il a compris en se mettant en retrait durant la première partie de cette campagne, durant les législatives. On a senti que Mélenchon s'était volontairement mis un peu en retrait pour ne pas trop gêner. Donc l'équipe de la gauche plurielle qui s'est réunie sous une seule et unique bannière et qui a véritablement fait également des résultats très probants. Et d'ailleurs, on reviendra sur cela dans la deuxième partie. Peut-on envisager, peut-être bien sûr après cette période assez cauchemardesque pour la vie politique française, un retour aux affaires de la gauche? Vous êtes un homme de gauche, certainement c'est une question qui vous intéresse au plus haut point. Et puis maintenant, sur quelle serait la recette du succès probable, entre guillemets, on peut le dire ainsi, pour le camp donc, démocrate, parce qu'ils ont juste même pas 7 jours pour convaincre. Comment rallier toutes les forces? Dès qu'il y a Est-ce que le report de voix sera automatique? Dès qu'il y a un candidat d'extrême droite en face d'un républicain, d'un démocrate, on se désiste. Et on empêche les triangulaires. Mais est-ce que ce report de voix-là sera automatique? Tout cela, on y reviendra dans la deuxième partie. Est-ce que quelque part aussi le profil de Jordan Bardella par rapport à Marine Le Pen, est-ce que ça ne séduit pas davantage? Mais bien sûr, c'est là-dessus. Ça a été fait à dessein. D'abord, la fille a fait croire qu'elle était différente de son père. Elle ne disait pas, le point d'État ne dit pas en parlant de la Shoah. Elle ne disait pas, elle ne traitait pas Fodé-Silla de gros ébus fous, pour lesquels d'ailleurs j'avais remporté, j'ai réussi à faire payer l'extrême droite pour ça, parce qu'elle nous insultait. On a dit la fille, c'est Marine d'ailleurs, on ne l'appelait plus Le Pen. Donc on nous a endormis, mais sur le fond, le programme est le même. Et Bardella, eh bien, le petit jeune, machin, qui se fait passer pour un Italien, qui oublie au passage qu'on sait qu'il a des ascendants plutôt algériennes, mais c'est mieux de se faire passer pour un Italien. En tout cas, on crée un produit de marketing, mais sur le fond du fond, ça ne change absolument rien. La violence est dans leur gène, la xénophobie est dans leur gène, et puis c'est très masculin tout ça, quoi. Même quand on met une femme, c'est très masculin, c'est très macho. C'est ce que j'allais dire aussi. Voilà, est-ce que quelque part, ce n'était pas le fait que ce soit une femme, Marine, qui dérangeait aussi un tout petit peu? Maintenant, ils ont trouvé le parfait jeune homme, le jeune et l'homme qui... On est quand même très
patriarcale, dans des Absolument. sociétés où en plus, avec des hommes forts comme il y en a avant aujourd'hui, voilà, la force en politique, la partie Angela Merkel s'est un peu effacée au profil de la partie plutôt, les Russes, les machins, etc. Bon, tout ça pour dire que il y a dans l'imaginaire, on a construit une France conquérante et qui passerait par ça, mais ça ne change rien sur le fond. L'extrême droite d'hier est la même qu'aujourd'hui, avec le marketing en plus et avec la communication en plus. Et donc peut-être plus dangereux alors. Voilà. 7h30, vous restez en plateau avec nous, d'autres questions dans la deuxième partie de cette émission. On souffle un tout petit peu, voici le clip du jour. Dans un moment, on vous retrouve. Bon, j'ai vu la photo d'un monsieur. Hein? Oui. Pourquoi il parvient à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est parce que sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'elle comprend ou bien il comprend ce que tu dis. Ah, bon, je comprends. C'est ça. Le Sénégal doit s'ouvrir au monde. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Je n'avais pas vu venir celle-là. C'est vrai. Il arrive à comprendre ce qu'on dit, bien évidemment. Voilà. Merci de votre fidélité. Et puis, il y a toujours Mokhtar Senghor qui est au rendez-vous et notre ami Gay également qui nous suit ce matin. Voici maintenant le bulletin d'info, le tout en images. Dans une dizaine de minutes, on vous retrouve pour la chronique tendance avec Toumane. À tout de suite. À Colobane, les cœurs sont lourds, affectés par la vague de déguerpissement qui s'abat sur les commerçants. Mais la visite du Premier ministre est venue donner du baume au cœur. On a très clair avec les gosses, on a été très précis avec tout le monde. Pour nous, le tweet qu'on a reçu, c'est le Premier ministre qui vient délivrer un message du président de la République. On reçoit l'institution. L'institution est là pour réguler. Monsieur le Premier ministre, le message ici est clair. Le déguerpissement est du ressort de la collectivité territoriale, mais l'État qui assure la tutelle insiste sur les mesures d'accompagnement. Occupation anarchique, État de responsabilité. Responsabilité. Je voulais dire que l'occupation anarchique est une responsabilité partagée entre l'État, les municipalités et même les populations. C'est la raison pour laquelle nous devons trouver une solution globale. J'ai demandé tout à l'heure au préfet s'il y avait des mesures d'accompagnement. Il n'y en a pas et nous le déplorons. Vous avez vu, quand j'étais maire de Ziguinchor, j'ai lancé 3 opérations de réfection des marchés et 2 nouveaux marchés étaient à construire. C'est pour moi un préalable avant de déguerpir le marché de Boucot dont l'occupation est anarchique. C'est ce qui incombe aux municipalités et à l'État. Le message de compassion est visiblement bien reçu. Le Premier ministre annonce aussi la disposition de la DER à accompagner les commerçants. DER, délégation à l'entrepreneuriat rapide, moi, entrepreneur. Je suis aussi accompagné de Aïda Mbouit, délégué général de la DER. La DER va vous accompagner, vous financer pour préserver les emplois. C'est le message du président de la République que je vous apporte. Encore une fois, nous compatissons suite aux opérations de désencombrement. Lance Bernard était l'autre rendez-vous pris par le Premier ministre ce dimanche pour s'indigner devant un morcellement que l'État ne compte pas laisser passer. Bi ñëwé commencé di saytu mbiri ci lañu tombé ci ay lotissement yo xamné fi ni ñu ko def novembre. Nous poursuivons nos opérations de Djoub, Djoubal, Djoubanti. Vous voyez comme la plage est belle, propre, mais on risque de tout perdre ici. Vous le voyez sur cette tablette. Tout a été morcelé et c'est très grave car c'est le domaine public maritime. Lance Bernard a été propice à l'éclosion de champions dans les disciplines nautiques. Le Premier ministre annonce un programme d'urgence pour aménager cette plage centrale. Conformément aux directives des nouvelles autorités étatiques, l'administration territoriale en première ligne pour mener à bien la campagne agricole 2024-2025.
Cette année, le département de Tivaouane a reçu un quota de 1490 tonnes de semences, soit une augmentation de 49%. Idem aussi pour les autres variétés. Nous avons également noté l'augmentation de la subvention pour les intrants. Le sac d'engrais qui coûtait l'année dernière 8 000 francs est aujourd'hui cédé à 6 500, soit une réduction de 1 500. Le kilogramme d'arachide coque qui était à 400, a été 250 et maintenant 230. Pour le décortiquer également, on est parti de 500 à 450, soit une réduction de 50 francs. Tout le quota du département est quasiment disponible concernant les semences et l'engrais. Le seul appel que je lance aux opérateurs, c'est de tout faire pour acheminer les intrants à temps dans tout le pays, conformément aux directives. Les normes de qualité des semences sont également bien appréciées par les producteurs de Tivaouane. On a procédé au pesage et également à la vérification même de la qualité du produit. Et nous sommes vraiment satisfaits aujourd'hui de déclarer que les semences ont respecté les normes aussi bien pour la qualité que pour la quantité. Au-delà de la réception des semences, le préfet du département a lancé les opérations de cession à travers des commissions de ciblage communautaire et l'implication des acteurs à la base. Une avancée majeure est notée durant cette campagne agricole à travers la dimension genre, avec 20% des semences allouées aux femmes. Et je crois que nous, à Tivaouane, nous pouvons même dire que nous sommes allés même au-delà de ce pourcentage-là. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau du ciblage des quartiers, nous avons demandé à ce que les listes comprennent au moins 20% de femmes. Ce qui nous permet déjà de respecter ce pourcentage-là. Il va s'y ajouter maintenant donc, les groupes vulnérables pour les personnes vivant avec les handicaps, mais aussi les quotas pour les jeunes. Et dans ces catégories-là aussi, vous allez trouver encore des femmes. Vous voyez que donc nous allons dépasser même ce quota des 20%. Et mieux, nous avons même travaillé en amont à ce que il ne s'agit pas simplement d'allouer des semences aux femmes, mais de les aider aussi à accéder à la terre. Je me réjouis d'avoir reçu mon stock d'engrais et de semences, en plus très tôt, contrairement à l'année dernière. À cette période de l'année, nous courions toujours derrière les intrants. Donc c'est avec une grande satisfaction que j'ai reçu mes intrants. Je remercie également les autorités pour avoir impliqué les femmes dans le processus de distribution. Pour les femmes, nous sommes passés de 50 à 125. Ça nous donne une grande satisfaction en tant que femmes. Le département de Tivaouane est une des zones agricoles par excellence de la région de Thiès. Ainsi, les autorités administratives comptent bien faire le suivi de la distribution et assurent qu'elles seront intransigeantes sur la traçabilité des graines. Les agriculteurs apprécient les moyens mis en place pour booster les productions agricoles afin de répondre aux défis de souveraineté alimentaire. L'Assemblée nationale, Amadi Ould Sidi El Mokhtar se classe pour l'instant 3e avec quelques 13% des suffrages. Il a déclaré rester attentif à tout manquement et a appelé ses compatriotes à s'éloigner de tout ce qui peut créer le désordre et perturber la tranquillité des gens. La CENI a jusqu'à lundi soir pour prononcer les résultats définitifs provisoires. Mohamed Ghazouani a déclaré que seule la CENI est en droit de publier les résultats. Le taux de participation se situe autour de 55% selon la CENI. 4,5% des suffrages, le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen et ses alliés devancent le nouveau Front populaire, réunissant la gauche qui obtient 29%, loin devant le camp d'Emmanuel Macron à 21%. Lors de ce vote marqué par une participation en forte hausse, les républicains qui n'ont pas fait alliance avec le RN s'établissent à 10%. Les premières projections en siège pour la future Assemblée nationale envisagent pour le RN et ses alliés une forte majorité relative, voire une majorité absolue, à l'issue du deuxième tour dimanche prochain. Les Français ont ainsi, dans un vote sans ambiguïté, témoigné de leur volonté de tourner la page après 7 ans de pouvoir méprisant et corrosif. Nous en remercions chaleureusement les électeurs et accueillons ce résultat, première étape vers un choix d'alternance comme une marque de confiance qui nous honore et nous oblige. Pour autant, rien n'est gagné et le second tour sera déterminant.
Déterminant pour éviter au pays de tomber entre les mains de la coalition NUPES 2 et en réalité d'une extrême gauche à tendance violente, antisémite et anti-républicaine, dont les éléments les plus activistes de LFI, du NPA, des groupuscules violents ou communautaristes imposeront Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Il a toutefois prévenu qu'il n'accepterait le poste de Premier ministre que si son parti détient la majorité absolue. 7h45, c'était le bulletin d'info. Bon matin à vous qui nous regardez en ce moment et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. La chronique tendance, c'est maintenant avec Toumane. Premier sujet ce matin, c'est Vogue Worlds 2024 qui célèbre donc la mode et le sport à Paris. Tout à fait, un avant-goût de la cérémonie des JO. Vogue Worlds célèbre un siècle de mode et de sport. Et regardez bien les artistes qui ont été choisis pour prester, mais également ces personnes qui ont été choisies pour porter les couleurs de la France. Une belle réponse à l'extrême droite. Comme un avant-goût de la cérémonie des JO, la barre est placée haute à un mois des JO. L'événement Vogue a aligné dimanche soir à Paris tout ce que compte la mode et le sport parisien pour un giga show ouvert par Aya Nakamura en forme de déclaration d'amour à la France. Je le sens, tu peux pas me l'enlever. Je ressens, c'est toujours pareil. Plus le temps passe. Pendant près d'une heure, 500 participants, 151 mannequins, 188 sportifs et 70 danseurs déferlent sur la place. Le blanc, le bleu, le blanc et le rouge finalement. Nous sommes d'accord que c'est une très belle réponse quand même. Absolument. Hein. Pendant que 12 millions de Français votent contre, là, la France est représentée par des Noirs. Je suis très contente de ce que Mais je pense que c'est une représentation très réaliste, je veux dire, de la société française aujourd'hui. L'équipe de France même, c'est ça. Oui, l'équipe de France de foot. Oui. Il n'y a que ça finalement. Dans toutes les disciplines également. Hein. C'est juste parce que c'est une méconnaissance, c'est de l'inculture, comme il a dit. Je crois que l'école française a également failli à sa mission, hein, parce que quand même, si on avait vraiment appris aux jeunes Français leur véritable histoire, ils se rendraient compte que la France a toujours été caractérisée par sa diversité. Parce que souvent, elle chante beaucoup de ses pères fondateurs ou bien de ses grands hommes, mais pour la plupart, ils viennent d'autres pays. Napoléon Bonaparte qui est quand on parle de musique, quand on pense à la France, on pense à Edith Piaf. On pense à Charles Aznavour, on pense à tous ces gens-là de culture, c'était tous des binationaux. Absolument, Charles Aznavour. Bien sûr. Parce que la Corse n'appartenait pas à la France. Exactement. Il n'est pas né français, Bonaparte. Et sur le plan sportif, Zinedine Zidane, jusqu'à Platini, il vient d'où? Non, mais la liste n'est pas exhaustive, elle est très longue cette liste. Pogba, très longue. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas qu'on accepte justement les Noirs, les Arabes, que lorsqu'ils sont des vedettes, lorsqu'ils sont très connus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte aussi de vivre au quotidien avec eux et que quand ils veulent un travail, qu'il puisse y avoir accès, qu'il n'y ait pas de plafond de verre, que dans les médias, dans les entreprises, etc. Parce que c'est trop facile d'aimer les gens que quand ils réussissent, quand ils sont beaux et jeunes. Voilà. Et la vérité, c'est comment est-ce qu'on les accepte au quotidien et comment on vit ensemble. Et c'est là où j'ame beaucoup le discours de Fatou Diom, l'écrivaine, qui dit on ne peut pas trier les gens et dire on va choisir ce qu'il y a de bon, on garde, et les moins bons, on n'en veut pas. Ça, c'est pas possible, c'est trop facile. À un moment, ils effacent même leur couleur. Voilà. On ne se souvient même plus que Mbappé, il est noir ou pas. Ce qui compte, c'est qu'il marque et qu'il représente la France. Et c'était très marrant dans les années 80, on avait ça avec Yannick Noah.
Yannick Noah était le premier tennisman dans les années 80 à remporter Roland-Garros, et c'était de Français qui gagnaient. Et au fur et à mesure qu'il perdait, c'était de Franco-Camerounais. C'est ça. Et quand on a commencé, le Camerounais qui est retourné faire de la musique. Donc c'est très caricatural. Mais c'est seulement quand ça marche qu'on lui reconnaît sa, tout à fait. Alors sa après, nationalité pour française. relativiser peut-être un peu tout ça, elle avait raison de dire il y a 12 millions de Français inscrits qui ont été votés. Il y a quand même aujourd'hui, quand on regarde même dans le report des voix, si on met les voix de la gauche plus ceux du parti au pouvoir de Renaissance, etc., En Marche, on voit quand même qu'il y a un socle aussi très fort de quasiment un Français sur 2 qui ne se reconnaissent pas là-dedans. C'est pour ça qu'il faut continuer à appeler les gens à aller voter, parce que tout ça, on ne parle que des gens qui sont inscrits sur les listes électorales et qui ont été votés pour le Front National. Je ne veux pas du tout minimiser sur l'impact que ça va avoir, parce qu'ils arrivent au pouvoir, ils seront aux affaires et pourront mener des politiques publiques. Mais globalement, on a quand même, par exemple, en France, un pays qui a su construire un nombre de mosquées incroyable en quelques années. C'est un des pays où il y a plus de mariages mixtes, par exemple, au monde. C'est un des pays aussi où il y a le plus de jeunes qui sont distingués dans une série sortant de l'immigration. C'est un pays quand même dans lequel moi j'ai pu faire valoir en manifestant des droits que j'aurais peut-être pas pu faire dans d'autres pays en Afrique. Bon, donc je pense qu'il y a quand même aussi toute cette France qu'il faut encourager aujourd'hui en disant que bon, il y a une partie qui est définitivement, qui a adhéré à l'idéologie de l'extrême droite, qui va voter, et en contrepartie, il faut qu'on se réveille, nous, démocrates et républicains, en allant voter aussi en démontrant qu'ils ne sont pas si majoritaires que ça. On est à un mois des JO, c'est ça? Tout à fait. Et justement, pour revenir sur ce point-là, au-delà même de la mise en avant justement de ces Noirs, de ces Arabes, rappelez que c'est un événement qui mettait en avant également un siècle de sport, de mode et sport en France. Et si vous voyez bien, en fait, ils ont essayé de représenter ces 10 décennies de mode et sport. Ils ont représenté d'abord dans les années 80 les cyclistes de l'équipe nationale française qui filent tandis que sont présentées 5 robes Chanel. Et aussi dans les années 1950, l'équitation avec de beaux cheveux habillés en Hermès. Et ensuite, pour terminer, dans les années 2000, avec le tennis, avec les sœurs Williams, comme vous avez vu, Vénus et Serena Williams, justement, qui ont défilé justement Italie 90. Italie 90, tout à fait. En tout cas, Aya Nakamura sera bien au JO et c'est elle qui sera Edith Piaf, qu'il le veuille ou pas. On termine avec le portrait de Miss Côte d'Ivoire 2024. Tout à fait. On revient en Afrique pour cette petite touche de Made in Africa, même si lorsqu'on a parlé de la France, il y avait également cette petite touche de Made in Africa. Et on fait le portrait de la Miss Côte d'Ivoire 2024. Vous la voyez à l'écran. Elle s'appelle Djamala Marie Emmanuel. A été élue Miss Côte d'Ivoire 2024 ce week-end et elle a 20 ans. Elle représente, disons, le Sud Comoé. Elle a été élue dans la nuit du samedi au dimanche à Abidjan à l'issue de la 28e édition de ce prestigieux concours de Miss Côte d'Ivoire. Comment vous la trouvez? Elle est belle, non? Pas vu les autres, mais elle est très belle. En attendant l'élection de Miss Sénégal, justement en 2024 également, qui aura lieu en juillet. Chez nous, ça a dans quelques moins de succès qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, où c'est véritablement un événement qui est très... C'est qu'il y a beaucoup de sponsors aussi, en fait. Absolument, voilà, le comité Miss Côte d'Ivoire, quand même, voilà, très accompagné. C'est un grand comité qui est très bien accompagné. Et d'ailleurs, ça a fait même un peu polémique parce qu'au même moment, il y avait le prix du meilleur écrivain de l'année. Le gars, quand il a comparé les deux prix, il s'est dit, ça c'est déshonorant pour les lettres ici en Côte d'Ivoire. Il a restitué la prime qui lui a été accordée. Mais après, ça a été revu à la hausse. Donc, pour vous dire combien, donc Miss Côte d'Ivoire, en tout cas, le comité bénéficie véritablement de fonds consistants. C'est que dans les codes, c'est-à-dire que j'ai vu une émission qui m'avait un peu choqué, c'est que chez les petites filles noires en France, quand il fallait choisir une poupée, ils choisissaient plutôt des poupées blanches. Parce qu'ils estimaient que ce qui était beau, c'était des cheveux lisses, la peau blanche. On a fait un élément là-dessus d'ailleurs. Je pense que de plus en plus, c'est vrai que ramener ça en disant toutes les femmes sont belles, que ce n'est pas la couleur blanche uniquement qui doit dominer, ça me paraît être dans les codes, c'est bien, parce que quand on valorise une femme comme ça, on valorise aussi d'autres dimensions. Et que ce n'est pas que les mêmes femmes qui sont jolies selon les normes qu'on a imposées pour la mode.
Et pour le business. C'est ça. Pour le business surtout. Il y a 2 ans de cela, la Miss Côte d'Ivoire est arrivée première dauphine de Miss Univers. Tout à fait. Voilà. C'est vrai qu'à l'échelle internationale, lorsqu'on parle de Miss Univers et de Miss Monde, on retrouve souvent les Miss Côte d'Ivoire et sud-africaines, justement. Et de plus en plus. Et de plus en plus. Voilà, et ça, c'est... Aujourd'hui, c'est vrai que le Sénégal, par exemple, participe à ces concours, mais on n'arrive jamais en finale. Maintenant, il faudrait se poser des questions à savoir pourquoi. Et pourtant, combien de belles femmes avons-nous? Ah, que nous sommes belles. Oui, elles sont les Sénégalais. ça, c'est le nom d'une émission. Mais est-ce qu'elles participent au concours? Pour l'estime Pourquoi de elles ne soi des participent pas petites au filles, concours? c'est bien qu'on voit aussi d'autres images dans la beauté qui représentent aussi telles qu'elles sont, telles que sont leur maman, le grande sœur. On offre des poupées Voilà. noires. Africaines noires. Tout simplement. C'est fait maintenant, ça existe. Il faut maintenant les acheter pour les Absolument. enfants. 5 minutes avant la fin de cette émission. Merci beaucoup, ma chère Toumani. J'aurais pu te présenter aussi. Je suis mieux ici sur Kékéliba. Non, je regarde la taille parce que c'est la taille. C'est vrai que je suis assez courte. Hein. Il faut 1m70, 75. Moi, je fais 68. Pourquoi Je suis bien sur le plateau de Kékéliba. Pourquoi, par exemple? Bon, elle a donné beaucoup de détails sur elle ce matin. Oui, c'est vrai, 1m68, teint noir, célibataire, pas encore mariée. Elle s'est auto-exclue. Non, t'as pas je compris. suis pas exclue. Je vais t'expliquer après. Voilà, célibataire. Fille instruite. Fille instruite, ouais. Et je rajouterai très correct, 1m68, bien éduqué. très correct, bien éduqué. Voilà. Félicitations au papa et à maman. Teint noir. Nickel, très naturel. Très naturel, voilà, c'est ça. Et sourire magnifique. ravageur. Voilà. S'exprimant correctement bien. S'exprimant correctement bien. Voilà. Ça, bien Et cultivé. elle a une culture universelle. Travailleuse. toutes les qualités. Voilà. J'ai ouvert la liste. Jeune homme, dépêchez-vous. 4 minutes avant la fin de cette émission. Merci, ma chère Toumani. On va réinterroger notre invité à lui une dernière question très rapide. Voilà, sur la recette miraculeuse qui pourrait briser net l'élan du Front National. Je dis le Front National, mais bon, voilà, du Rassemblement National, parce que c'est la même héritier chose. du Front Il faut National. aller voter, honnêtement, je le dis, il faut aller voter. Et le report aller des voter voix, est-ce que massivement. il sera automatique? Je pense que le report des voix, il faut que vraiment les Républicains, le parti de Sarkozy, et qui se réclament du gaullisme, ils gagneraient à clarifier leur position. Oui. Il y a une partie qui a déjà basculé comme Ciotti, les autres ne savent pas très bien. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être ferme. Et il y a un vrai problème chez les Républicains. À gauche, on est à peu près clair. Chez les macronistes, on est à peu près clair. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas tergiverser parce que les conséquences vont être terribles. Ça va être terrible dans le fonctionnement de la démocratie, ça va être terrible dans l'image de la France à l'extérieur. Pour nos parents qui vivent là-bas. Pour nos parents qui vivent là-bas, pour les ressortissants immigrés, ça va être terrible. Donc tout ce qui pensent qu'ils ont encore un lien avec l'Afrique, des liens d'amitié, de fraternité, tout ce qui ont simplement un peu de fraternité encore à faire valoir. La devise républicaine, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est incompatible avec les valeurs du Front National. Jamais j'ai vu une campagne aussi violente. Jamais j'ai vu des mots aussi durs venant d'un parti politique. Une fois de plus, rappeler que ce parti a du sang sur les mains et anti-républicain, a été violent dans l'histoire, tout au long de son histoire. Et que tous les gens qui ont participé à ces combats depuis 40 ans, avec nous à SOS Racistes, ces humanistes, ces Français qui sont aussi des citoyens du monde, ces grands Français, il faut qu'on appelle à battre l'extrême droite absolument dans les urnes. Il n'est pas trop tard, on peut y arriver. Et puis après, par contre, ce qu'il faut aussi, moi je le dis honnêtement, sur l'Afrique, je vois le nombre de scores qu'a fait encore l'extrême droite au Sénégal. C'est incroyable. Je dis honnêtement, c'est quand même incroyable. Vous êtes au Sénégal avec nous, dans le pays de la Teranga, on prend le bissap ensemble, on mange des thiem ensemble, on vous voit les week-ends à Sali, et vous permettez de sortir encore 10% d'extrême droite. C'est-à-dire quoi? Vous estimez qu'il y a trop de Sénégalais et de Noirs au Sénégal? C'est ça, c'est bon, il arrive un moment, il faut vraiment que les gens règlent leurs problèmes psychologiques et psychiatriques. Mais en cas de victoire, est-ce que cette gauche plurielle serait capable de gouverner? C'est déjà, en interne, il y a beaucoup de dissensions. Oui, mais c'est pas. Aujourd'hui, il faut gagner. Après, on trouvera les modalités. Une période d'incertitude pour la France. Oui, mais bon, la France a eu aussi une période où elle était gouvernée, y compris sous la cohabitation, uniquement par Lionel Jospin, sous Chirac. On a quand même réussi à avoir un super bon bilan. Rien ne nous empêche aujourd'hui d'y arriver. Et puis le péril est tellement fort avec l'extrême droite. Les remises en cause vont tellement brutales sur le terrain social. Les dissensions avec le monde vont être tellement terribles. Vous imaginez quand même, on le disait, on risque d'avoir l'extrême droite au moment où on va accueillir les JO, une représentation mondiale. Tout ça va être tellement terrible qu'on réussira à trouver le moindre mal avec un autre gouvernement. Ce qui ne dédouane pas du fait que tant qu'on ne luttera pas
contre le chômage, tant qu'on ne luttera pas contre la ghettoisation, les discriminations qu'il y a entre les villes et les campagnes, et tant qu'on ne réintroduira pas la cherté de la vie, tant qu'on n'arrêtera pas ces guerres, eh ben les conséquences et les ravages feront que les gens seront toujours poussés vers des populismes en Europe comme en Afrique. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Oui, au Conseil économique, social et environnemental. Alors, le Conseil économique et social, vous savez, c'est lié au Sénégal et dans le monde, partout. Le patronat, les syndicalistes se réunissent. Abdoulaye Daouda Diallo en est le président. On se retrouve là. On se retrouve notamment avec, comment il s'appelle, Talla. Malal. Qui n'est ni fou ni malade d'ailleurs, au passage. Et puis on se retrouve avec vraiment la possibilité d'accompagner le gouvernement, le président, dans des choses qui vont aussi bien sur la jeunesse, l'employabilité. On vient de découvrir du pétrole, comment on va les conseiller. C'est une formidable maison. Les femmes y sont représentées, les syndicalistes, les jeunes, les associations. Et je suis très heureux d'y présider la commission sur l'industrie, l'énergie et puis je pense la technologie. Merci. Et notamment, on va beaucoup réfléchir sur l'intelligence artificielle sous la houlette du formidable Abdoulaye Daouda Diallo. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Revenez nous voir plus souvent. Merci, c'est gentil. Merci ma chère Toumani. La liste est ouverte. Je prendrai les noms. Lundi prochain, on fera le point. Merci mon cher Ban. Merci Alioune. Merci de nous avoir regardés. Merci aux équipes techniques également. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la blague. Rire, ça fait du bien, c'est bon pour le bien-être, évidemment. Profitez des bonnes blagues en cette journée. Est-ce que vous connaissez l'histoire du lit vertical ? Lit vertical. Non, non c'est une histoire à dormir debout, tout simplement. À demain, 6h30 pour un nouveau Quinqueliba. Au revoir. Mais je suis désolé, vous avez déjà entendu les paroles des rappeurs. Depuis le temps, je guettais ce type qui vous mène à la baguette, mais parle de race en tête et puis nous traite d'un alphabet. J'ai dit que j'étais du genre à réagir sur le BPM. Je ne tends pas la joue comme celui qui a vu le jour à Early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left to be. salaamaaleykum mbokki Sénégal ni ngeen ko xamee ci bopp réew mi jubbanti